Bonjour et bienvenue à cette dernière émission du Club de lecture Le Bouquineur. En effet, après 10 ans de belles rencontres de lecture pour vous, nous avons décidé de ne plus revenir en ondes. Alors, pour cette dernière émission que nous avons voulu spéciale, nous n'aurons pas d'invités, mais nous discuterons entre nous, Monique, Joanne et moi, de l'œuvre d'un auteur espagnol, Carlos Ruiz Zafón, et de sa dernière parution de nouvelles qui a été publiée par son éditeur à titre posthume, La Ville de Vapeur. Mais nous tenions quand même à vous faire part de notre dernière capsule souvenir qui concerne M. Boris Déry, dont l'entrevue s'est faite en 2021. Nous avons parlé avec M. Déry du livre qu'il a publié à l'occasion du 50e anniversaire du Cégep de Victoriaville, Histoire du Cégep de Victoriaville, 50 ans d'engagement, publié en décembre 2020. Ce fut l'occasion de nous rappeler de très beaux souvenirs pour ceux et celles qui ont étudié à cette institution. Avant de parler de Carlos Ruiz Zafón, Monique, Joanne et moi, on va prendre 1 minute chacune pour vous parler d'un coup de cœur. Avant Carlos, qui a été aussi un coup de cœur. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Joanne, ton coup de cœur en 1 minute. Mon coup de cœur, Persépolis. Donc, pour certaines personnes, ce titre-là peut aussi dire vouloir signifier un film qu'ils ont beaucoup aimé. Ce qui est particulier avec Persépolis, c'est un coup de cœur pour moi parce que c'est un genre, un style que je n'avais jamais lu, soit une bande dessinée autobiographique ou certains qualifient ça de roman graphique. L'autrice, Marjane Satrapi, retrace les étapes marquantes qui ont marqué son enfance à Téhéran pendant la Révolution islamique, jusqu'à son entrée difficile dans la vie adulte en Europe. Ce que je retiens beaucoup, c'est qu'elle a dit « Fuir sa patrie peut être parfois un acte de bravoure ». On voit ce qui se passe présentement en Ukraine. Oui. Et « fuir pour mieux renaître, se réaliser ». Elle était très près de sa grand-mère. Et je vais vous lire une citation parce que ça touche beaucoup les femmes. « Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'il te plaît, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. » Et c'est vraiment ce qui ressort. Il y a 4 tomes à ces bandes dessinées-là, et ça ressort une richesse d'une personne qui demeure intègre dans tout ce qu'elle vit. Bien, merci beaucoup, Joanne. Monique? Oui, moi, c'est Une maison sur l'eau, qui est écrite par Emuna Elon. C'est une Israélienne. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Yoel Blum, qui est un écrivain israélien de réputation internationale et qui a toujours refusé de se rendre à Amsterdam rencontrer son public néerlandais parce que sa mère, sur son lit de mort, lui a fait promettre, lui a fait jurer de ne jamais mettre les pieds à Amsterdam. Il faut dire qu'il est né, normalement, à Amsterdam, notre ami Blum. Alors, là, à force d'insistance, sa femme lui dit « Bien, écoute, ta mère est décédée il y a fort longtemps, elle t'en voudra pas d'y aller, écoute, tu dois ça à ton public. » Bon, encore, il décide de se rendre à Amsterdam et sa femme l'accompagne pour faire un peu de tourisme et ils se rendent dans, évidemment, comme ils sont juifs, ils vont visiter le musée juif d'Amsterdam et là, il y a des vidéos qui tournent en boucle et tout à coup, il voit sa mère, qui, avec sa petite sœur, un homme est à côté d'elle, il présume que c'est son père, il ne l'a pas connu, et elle a un bébé dans les mains. Puis il dit, mais c'est pas moi, ce bébé-là. C'est qui, cet enfant-là? Et là, il fait une quête, il part à la recherche, il veut comprendre quel est l'enfant qui est dans les bras de sa mère, alors que, écoute, ça ne lui ressemble pas, là, il est foncé, le bébé est blond. En tout cas, bref, je vous épargne les détails. Et le roman est construit d'une façon tellement intéressante, c'est que on ne le suit pas dans ses recherches aux archives, on le suit à travers la ville où il imagine sa mère qui va au parc avec ses enfants, qui vit, les difficultés parce qu'ils finiront par être déportés. Moi, c'est un livre, là, j'en ai lu beaucoup dans ma vie, hein? Beaucoup, là. Juste pour cette émission-là, là, j'en ai lu 100, là, bon. Mais c'est le livre qui m'a le plus marqué et qui m'habite encore aujourd'hui, même si ça fait
plus d'1 mois que je l'ai lu. Je vous le recommande chaleureusement. C'est bien écrit, c'est beau, c'est une belle histoire et c'est triste à mourir. Merci, Monique. Alors, moi, je vais vous parler de Totiake de Michel Jean. Tout le monde connaît Michel Jean. Coucoum a été un succès mondial. Celui-là, il est excellent. Je l'ai trouvé vraiment excellent aussi. En quelques mots, c'est l'histoire d'un Autochtone qui, dans son milieu, tue son père, qui est alcoolique violent, et qui se retrouve en prison. Mais on le revoit à la sortie de prison. Il ne peut plus retourner dans sa bourgade parce qu'il s'est interdit. Donc, il se retrouve à Montréal il rencontre des Autochtones femmes sans abri. Et il va se lier à ces femmes-là, à ce groupe-là, et on voit sa vie à travers ce groupe-là, les gens qui interviennent auprès de ce groupe-là. J'ai trouvé ça... C'est vraiment, on voit la réalité autochtone à Montréal, peut-être pas nécessairement dans les bourgades, mais à Montréal, et les sans-abri, leur réalité aussi, ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir ou ne font pas. J'ai trouvé ça, moi, ça m'a vraiment touchée. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'aime beaucoup Michel Jean aussi, donc, mais vraiment, il était... avec Coucoum, là, j'ai bien aimé. Bon. Alors, voilà. Nous en sommes rendus maintenant à notre discussion sur Carlos Ruiz Zafón, un auteur espagnol. Avant que vous discutiez ensemble, je voudrais parler de sa biographie. Alors, M. Zafón est né le 25 septembre 1964 à Barcelone et il est décédé à 55 ans d'un cancer colorectal le 19 juin 2020 à Los Angeles. Pourquoi Los Angeles, vous me direz? Bien, c'est un romancier, mais dans les dernières années, il travaillait comme scénariste à Hollywood. À 14 ans, il écrit son premier roman, qui est un roman que le public considère comme un roman jeunesse, une histoire de 500 pages. Il va en écrire 2 autres avant de publier son premier roman pour adultes en 2001, qui est un roman historique, L'ombre du vent. Je pense que vous allez nous en parler. Et L'ombre du vent fera partie du cycle de Le cimetière des livres oubliés, qui contient 4 tomes. Il y aura ensuite le cycle de la brume, qui aura 3 tomes. Il publiera un roman indépendant, Marina. En 2009, il est le 5e des écrivains de fiction les plus vendus selon The Bookseller. C'est aussi l'écrivain espagnol le plus traduit dans le monde après Miguel de Cervantes. L'ombre du vent est devenu un best-seller mondial après sa publication en 2001 et c'est un bel hommage aux amoureux des livres et de la littérature ainsi que de l'Espagne. Maintenant, je vous laisse discuter, Joanne et Monique, de l'œuvre, de certains, en tout cas, de volumes de l'œuvre. Et on va commencer par toi, Joanne. Bien, moi, le premier livre que j'ai lu de Carlos Ruiz Zafón, c'est L'ombre du vent. Et c'est facilement devenu un coup de cœur. Ça m'a amené à voyager dans Barcelone, ce qui est un trait caractéristique des livres de Carlos Ruiz Zafón. Je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'est L'ombre du vent, puis je crois que Monique va pouvoir enchaîner parce qu'elle aussi, elle va retrouver des choses, des caractéristiques de l'auteur dans ce qu'elle veut parler. Donc, dans L'ombre du vent, c'est Daniel Sampere qui... dont son père l'amène dans une boutique qui est déjà libraire, mais son père l'amène dans une boutique bien, bien spéciale et lui demande à son fils de suivre la tradition, c'est-à-dire d'aller dans cette boutique de livres-là et de choisir un livre qu'il fera sien et qui devrait le marquer dans tout ce qu'il va faire. Et en fait, l'enfant écoute vraiment son père, il choisit le livre et à travers le livre, il fait une enquête. Donc, et là arrivent plein de personnages qui ont les caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres livres de Carlos Ruiz Zafón. Je ne sais pas, toi, Monique, si L'ombre du vent, ça t'a apporté comme moi le goût de tout lire de Carlos Ruiz Zafón. Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué en se préparant pour cette émission-là que L'ombre du vent a été traduit en français en 2004. Donc, moi, je l'ai lu en 2005-2006 au Max, là.
Je me rappelle de ça. C'est un collègue qui me dit, Monique, as-tu lu L'ombre du vent? J'ai dit, non, je ne connais pas ça. Mais il faut que tu lis ça. Alors, je l'ai lu. Et non seulement je l'ai lu, mais j'ai lu les 3 autres livres qui venaient après, c'est-à-dire le vol ou le jeu de l'ange. Le jeu de l'ange. Le jeu de l'ange et Le prisonnier du ciel. Et je viens de terminer Le labyrinthe des esprits de 841 pages. Donc, si vous n'avez pas de plan de lecture pour vos vacances, pas de problème. La saga du cimetière des livres oubliés, bien, c'est pour vous. Zafon, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est qu'il crée un univers. Et d'un livre à l'autre, vous retrouvez des personnages. Les personnages les plus importants, c'est Daniel Sempere, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est David Martin, un écrivain. Victor Matax, un écrivain. Et mon préféré, Fermin Romero de Torre, qui est l'ami de Daniel Sempere, qui est truculent, il est là, absolument extraordinaire, ce bonhomme-là. Et c'est le seul qui n'appartient pas au monde littéraire, parce que l'œuvre de Zafon ne parle que de 2 choses. Il parle de Barcelone et il parle littérature. Il parle des livres, que ce soit par des écrivains, que ce soit par des éditeurs, que ce soit par des libraires. On est constamment dans l'univers du livre. Et il place cet univers-là, son univers Zafon, il le place dans la période qui a précédé et qui suit la guerre civile espagnole avec Franco. Donc, Le prisonnier du ciel, par exemple, c'est David Martin qui se retrouve en prison parce que, bon, ils sont rouges ou ils sont écrivains, ou peu importe la raison, où il vit vraiment des années d'enfer. Et tout le long de ce livre-là, tout à coup, les personnages reviennent par une autre porte. D'ailleurs, si vous permettez, je peux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que, pour Zafon, que veut dire le mot « le labyrinthe des esprits ». D'abord, c'est une collection de livres qui auraient été écrits par Victor Matax. Mais pour Zafon, une histoire, c'est un immense labyrinthe. Donc, un labyrinthe, bien, il y a plusieurs portes. Tu peux rentrer dans cette histoire-là par plusieurs portes et tu peux sortir de cette histoire-là par plusieurs portes. Donc, si vous posez la question, est-ce qu'on doit lire le cimetière des livres oubliés dans l'ordre? La réponse, c'est non. Non, en effet. Non, parce que Zafon dit qu'on peut rentrer par n'importe quelle porte et surtout parce que d'un livre à l'autre, quand il parle d'un personnage pour la première fois, il te le remet en contexte. Donc, tu sais de quoi il va être question. Tu sais, tu t'es absolument pas perdu. Voilà. Mm-hmm. Une petite chose qu'on a mentionnée, toutes les deux, on a débuté donc, notre connaissance de Carlos Ruiz Zafón en lisant L'ombre du vent. Mais il faut savoir que ça, c'est un livre dit pour adultes, mais dans la littérature jeunesse, il y a eu le livre Marina, qui ne fait pas partie d'une série. Et Marina, c'est littérature jeunesse, mais on se rend bien compte que c'est exactement le même principe que dans L'ombre du vent et la série, c'est-à-dire Barcelone, le fantastique, la science-fiction, les fantômes, les silhouettes voilées, les cimetières. Le cimetière, il y a souvent des actions, des enquêtes qui se déroulent, le départ d'un livre qui part d'un cimetière, ce qui est le cas dans Marina. Donc, c'est Oscar, qui est un jeune orphelin, qui est interné et qui fait une fugue et va se retrouver dans Barcelone. Alors, encore une fois, on suit le personnage principal dans Barcelone. Et lui, il va voir une maison délabrée. Ça aussi, on en retrouve beaucoup dans les livres de Carlos Ruiz Zafón. Et il entre en pensant qu'elle est abandonnée. Et là, on retrouve un homme assez âgé, German, qui est le père de Marina. Et là, Oscar et Marina se lient d'amitié. C'est un autre trait des livres de M. Zafón, c'est-à-dire l'amitié. Oui. L'amitié qui se lie souvent à la vie, à la mort. Même, on se dit des fois, tel personnage ne devrait pas être ami avec tel autre, mais non, leur amitié est très, très solide. Alors, comme l'a fait Monique, je vous encourage à lire toutes les œuvres de Carlos Ruiz Zafón. Ce sont des livres qui font du bien. Et on ne s'ennuie jamais avec des livres de Zafón. C'est absolument merveilleux.
J'aimerais qu'on parle maintenant de la dernière parution. Alors, ça a été publié en 2021 et ça contient, La Ville de Vapeur contient 11 nouvelles qui sont des clins d'œil, justement, à Barcelone et aux personnages de ces romans. Alors, comme je vous ai dit, c'était à titre posthume par son éditeur, merci. Et ces nouvelles-là, on va essayer de vous les décrire un petit peu, en peu de temps. Il y en a 11. On va essayer de vous donner une petite parcelle de chacune, nous trois. Alors, on va commencer par toi, Monique. Oui. Alors, la première nouvelle s'appelle Blanca et l'adieu. Elle a pour thème l'amitié. Alors, cette nouvelle-là nous permet de renouer avec David Martin. Quand je vous disais tantôt que Zafon a créé un univers, alors même dans cette nouvelle-là, David Martin arrive et c'est un jeune garçon. Il vit seul avec son père, sa mère les a abandonnés, il s'ennuie. Et un jour, il aperçoit sur la rue une petite fille avec sa domestique. Il est évident que les deux enfants viennent de mondes très différents. La petite fille est toute jolie, dans une belle robe, et ils se nouent d'amitié. Et avec la complicité d'un vieux curé, ils peuvent se voir pendant une demi-heure, pendant quelque temps. Et le jeune Martin, qui va devenir plus tard un écrivain, nous, on le sait parce qu'on a lu Le cimetière des livres oubliés, des livres disparus. Le jeune Martin lui raconte des histoires et une bonne journée, puis il promet de ne jamais s'oublier, évidemment. Et un jour, elle disparaît. Alors, voilà, c'est tout. C'est uniquement ça, cette petite nouvelle-là. Est-ce que tu veux que j'enchaîne les autres? Ou... Oui. Alors, moi, l'autre nouvelle dont je veux vous parler, elle se décline en deux temps. C'est Le Prince du Parnasse et Un poète aux enfers. Bon. Qu'est-ce que ça raconte? C'est vraiment une belle nouvelle parce qu'il y a deux aspects intéressants là-dedans. Il y a d'abord... Zafón nous fait une mise en contexte qui explique comment Miguel de Cervantes a écrit Don Quijote de la Mancha. Et il revient aussi avec des personnages, trois personnages en fait. Il y a Anthony de Sempere, qui on devine être l'ancêtre de Daniel. Il y a aussi Sancho Torre, qui est l'ancêtre de Fermin. Et il y a Andrea Corelli, qui est un personnage bizarre. Et Andrea Corelli, quand David Martin va devenir fou, bien, il va parler avec Andrea Corelli. On s'aperçoit que c'est un personnage qu'il invente. Alors, dans cette nouvelle-là, il nous raconte comment Cervantes a été amené à écrire son Don Quijote. Et évidemment, c'est aussi avec, toujours en filigrane, une atmosphère un peu glauque où Cervantes nous... raconte, vend un peu son âme à Corelli. Ensuite de ça, vous avez Gaudi à Manhattan, mais je pense que je vais vous laisser parler des vôtres parce que le temps file. Je reviendrai avec les miennes. OK. Alors, Joanne? Alors, moi, c'est la deuxième nouvelle. Le titre est Sans nom. Alors, vous allez retrouver encore une fois une jeune fille. Et là, cette jeune fille-là, elle est enceinte, puis elle va vers un cimetière, bien entendu, donc une caractéristique de M. Zafón. Mais parce qu'on sent qu'elle veut en finir avec la vie. C'est pas c'est une jeune fille là, avec une grossesse non désirée. Alors, mais là, elle sent le bébé bouger. Donc, ça lui rappelle que c'est vraiment de la vie. Elle rebrousse chemin. Et encore là, on s'en va dans Barcelone, dans les faubourgs, et elle se retrouve devant une vieille fabrique de livres. Et elle frappe à la porte, crie pour entrer, il n'y a pas personne, mais elle voit passer une silhouette voilée derrière une vitre. Et finalement, elle s'écroule devant la porte. Et là, il y a quelqu'un, deux hommes, qui la font entrer, l'installent sur une table. Et la silhouette voilée lui tient la main, tout ça. Et on demande aux hommes d'aller chercher le docteur. Le docteur revient. C'est difficile pour elle de mettre au monde l'enfant. Mais avant de décéder, elle dit, moi, je voudrais que mon enfant s'appelle David. Alors, on se doute bien que ce serait le David Martin que l'on retrouve dans Le Jeu de l'ange. Et c'est tout.
pour cette nouvelle. Alors, la troisième nouvelle, c'est une demoiselle de Barcelone. Encore là, une jeune fille, c'est une petite fille qui s'appelle Laia, qui a 5 ans, dont le père est photographe. Puis le père, lui, il a un problème de jeu. Alors, il y a beaucoup de dettes. Et il y a de la difficulté à se nourrir, mais il a eu la chance d'hériter, selon lui, c'est une chance, d'hériter de son mentor photographe, donc d'hériter de ses employés. Il croyait avoir de la richesse, mais finalement, le mentor, il n'y avait pas un sou. Alors, le père de Laia, M. Santis, doit mettre tout le monde à la porte, donc il se retrouve encore une fois sans sou. Alors, c'est là qu'il a l'idée que sa fille pourrait peut-être être utile, parce qu'il faut savoir que M. Santis, le photographe, qu'est-ce qu'il fait? Il photographie des mariages, des funérailles, mais il y a une spécialité pour les pompes funèbres et les enterrements. Donc, quand je dis pompes funèbres, il photographie des cadavres. Alors là, il y a une demande qui se fait d'une cliente à l'effet de prendre en photo sa fille qui est décédée. Et là vient l'idée du photographe, c'est-à-dire, je vais utiliser ma fille pour qu'elle personnifie la petite fille décédée, qu'elle devienne l'ange. Jeu de l'ange. Oh oui. Alors, elle devienne l'ange et la mère y croit fortement. Et ça continue la nouvelle parce que la petite fille, elle va vieillir et le père va l'utiliser aussi pour faire de la prostitution. Et un jour, elle va incarner la jeune fille qui n'est pas la vraie d'un médecin et c'est tout. Moi aussi, je crois que je ne pourrai pas passer à ma troisième nouvelle. Je veux te laisser, Chantal, le plaisir de résumer les tiennes. Oui, moi, je vais vous parler de Rose de feu. Alors, ça se passe en 1454 et on parle de labyrinthe de livres, des plans de labyrinthe de livres. À ce moment-là, la fièvre décime la population et le Saint-Office décide qu'il ferme les portes de la ville et que ce sont les Juifs qui ont empoisonné l'eau. Là, Constantin voit que il faut sortir, il faut avoir les plans, il ne faut pas qu'ils restent dans la ville parce qu'avant l'invasion, donc il demande à Edmond de Luna de partir avec les plans. Il lui offre un flacon dans lequel il y a la dernière goutte du sang du dernier dragon, et ce serait le secret de l'immortalité. Et il lui donne aussi une amulette où il y a une larme du Christ. Et il dit, va-t'en avant que Constantinople soit envahie. Il s'en va en Italie, et là, il y a le grand inquisiteur qui est le patron, tout ça. Lui, il veut ça, les plans, et il veut la goutte, parce qu'il veut être immortel, la goutte du dragon, la goutte de sang, plus l'amulette. Et je vous laisse là-dessus, mais il va avoir, cher inquisiteur, un destin bien particulier. La deuxième nouvelle dont je voudrais vous parler, c'est Alicia à l'aube. Ça se passe en 1938. C'est une jeune fille qui va chez un prêteur pour échanger son collier de perles et de saphirs. Il lui offre 50 douros, alors que ça vaut 2000 douros, mais elle accepte parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle accepte, elle repart. Il la fait suivre par un jeune employé parce qu'il ne veut pas qu'elle se fasse voler son argent ou son... En tout cas, bref. Il la suit. Elle entre, elle voit qu'il la suit, elle le fait entrer dans sa maison en ruine, elle lui parle, elle lui lit un livre, elle le prend dans ses bras et le jeune garçon est supposé de partir avec l'argent, mais il va revenir parce que c'est la première fois que quelqu'un le tient dans ses bras. Alors, c'est la deuxième nouvelle dont je voulais vous parler. La troisième nouvelle, c'est pas long, c'est des hommes en gris. Et c'est un tueur du gouvernement qui doit aller à Barcelone tuer son mentor qui lui a tout appris. Alors, et il y en a encore plein d'autres. Vous aussi, vous n'avez pas eu le temps de parler de toutes les nouvelles, mais ce sont des nouvelles extrêmement intéressantes. Et si vous avez l'intention de lire Carlos Ruiz à fond, bien, je pense que c'est un bon livre à lire. Alors, il est maintenant temps, alors je vous remercie beaucoup, mesdames, il est maintenant temps de vous dire au revoir et de vous souhaiter tout un nouvel univers de belles lectures à venir.
Oui, tu as Oui. quelque chose à dire? Bien, j'aurais un petit quelque chose à dire. Moi, je vais me prononcer au nom de toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs, également au nom de l'équipe de la télévision communautaire des Bois-Francs, pour vous remercier, Monique et Chantal, pour vos 10 ans de grande générosité, parce que vous avez mis beaucoup de temps à préparer ces émissions. Ça paraît, c'est de calibre très, très professionnel. Donc, nous vous remercions pour cette générosité et également pour le partage judicieux de tous vos coups de cœur. Tout à l'heure, Monique a osé dire qu'une centaine de livres, c'est beaucoup, mais lire c'est une chose. Préparer ces émissions, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi, on le sent, beaucoup de cœur, puis on a toujours senti votre amour pour la lecture, des domaines très, très variés. Alors, chapeau, mesdames. Si j'avais un verre de mousseux ou allons-y avec le champagne, ça serait plus approprié. Alors, félicitations et merci beaucoup aussi de m'avoir bien intégrée dans votre équipe, même si j'étais là peu longtemps. Bien, merci beaucoup. Et bien, je ne peux pas terminer sans vous citer quelqu'un. Alors, ce sera Héry de Lucas. L'écrivain est un forain qui fait tourner le manège pour y faire monter l'enfant qui est en chaque lecteur. Merci.